Merci beaucoup Olivier. Donc on le voit, la médecine vétérinaire évolue, plus vers la prévention, vers le traitement des maladies chroniques. Mais du coup, en pratique, comment ça se passe dans les cliniques? Donc nous allons avoir le témoignage du docteur Prelot, spécialiste en dermatologie, qui à travers l'exemple de la DAC chez les chiens, va pouvoir nous expliquer comment ça se passe. De nouveaux médicaments ont permis d'évoluer sur le traitement des chiens, mais il reste encore des freins, les défis du diagnostic, de l'alliance avec le propriétaire, les influences des réseaux sociaux. Pascal, je vous laisse nous en dire plus. On dit plus propriétaire, hein. C'est vrai. Quand même. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Parce que je suis assez impressionné. Je connais certains d'entre vous à travers 40 années de dermatite atopique et je suis ravi de vous parler justement, de prendre l'exemple de la dermatite atopique pour voir ce qu'a apporté l'innovation en termes positifs et finalement parfois en termes négatifs. Alors, pourquoi la dermatite atopique est un bon sujet pour parler d'innovation? D'abord, c'est la première cause de pruriture chez le chien et en fait la première cause de consultation hors prévention chez le chien. C'est le premier poste de remboursement pour les assurances. Il faudrait qu'ils fassent un gros effort d'ailleurs de ce côté-là. C'est, vous le savez tous, un poste d'innovation qui a littéralement explosé et transformé la pratique sur ces maladies. Et hélas, ça c'est un autre revers. Comme c'est une maladie chronique avec un gros marché, eh bien les réseaux sociaux s'emparent de cette maladie d'une façon assez importante. On va remonter au tout début parce que tout est parti d'une innovation. En fait, et moi j'appelle ça le péché originel de cette maladie, parce qu'en fait, au tout début de la dermatite atopique est un chien qui se grattait en même temps que ses propriétaires parce qu'il était allergique au ragweed, c'est-à-dire à l'ambroisie aux États-Unis. Et à partir de là est parti un dogme absolument fou. Tout chien qui se gratte, qui a des tests allergologiques positifs, est atteint de dermatite atopique. Mais ça a permis de lancer un business absolument fou, de développer une spécialité. La dermatologie, en gros, elle n'existait pas. Et la dermatologie aux États-Unis, à partir de cette époque-là, on parle des années 40, et donc ils avaient pris un tout petit peu d'avance comme d'habitude, c'est basé sur les tests allergologiques et l'allergologie. Le problème de ça, encore une innovation qui a des côtés positifs, parce qu'on a parlé de cette maladie-là, mais il y a aussi des inconvénients, c'est que c'est pas que ça du tout, la dermatite atopique, c'est même loin d'être simplement une maladie allergique. Et au bout du compte, on s'est un peu noyé. On a discrédité l'allergologie vétérinaire et en fait, on a pris énormément de retard. Heureusement, en Europe, on a commencé à travailler en One Health, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ce qui se passait chez l'enfant pour essayer de voir si c'était à peu près la même chose que chez le chien. Et on a une chance folle, c'est absolument la même chose que chez le chien. Et pas tellement au niveau pathogénie, mais au niveau thérapeutique, on a commencé à aller piocher. Et la première pioche qu'on a faite, c'est la cyclosporine. Donc ça, c'est Novartis qui a accepté de passer la cyclosporine qu'on utilisait chez l'enfant, chez le chien. Et là, ça a été pour nous en dermatologie la vraie révolution qualitative, on va dire, au niveau essais cliniques. C'est la première fois qu'on avait des essais en double aveugle, contre placebo, longs, des suivis, et on a même eu du Cochrane à la fin. Donc on a pu vraiment faire des belles études cliniques et on avait quelque chose de scientifiquement propre. Mais bon, c'était pas le médicament non plus le plus facile à utiliser. Parallèlement à ça, on est quasiment années 90-2000 se sont développés grâce au pet food des aliments à visée dermato et surtout des aliments hydrolysés qui ont permis d'améliorer le diagnostic d'allergie alimentaire. Donc ça a été aussi quelque chose d'important. Et dans les années 90, ça a été la grande mode, notamment en Angleterre, mais ça a traversé la Manche très vite et partout, des acides gras essentiels. Et puis là-dessus sont venus plein de nutraceutiques et puis les probiotiques, etc. Donc on a cette évolution, donc on voit que la chose commence à enfler, à être un peu importante. Mais la vraie dernière toute révolution qu'on a eue il y a 13-14 ans maintenant, ça a été l'apparition des premiers inhibiteurs de Janus kinase où on s'est retrouvé avec un interrupteur à prurite. Le truc absolument fou qui nous a permis d'avoir de l'avance sur l'humain. Et pour une fois, les humains, je vous en reparlerai plus tard, sont mis à copier la médecine canine. Et en même temps que les premiers JAK sont arrivés aussi peu de temps après, les premiers anticorps monoclonaux, donc anti-L31. Et donc avec ces deux outils-là, on a eu une vraie révolution et un confort de traitement, soit décrit, soit traitement au long cours, qui est absolument génial. Et curieusement, chaque fois qu'on voyait sortir ça, on s'est dit mais c'est fini, quoi, on va plus rien faire. Nous, en tant que spécialistes, c'est mort. C'est mort, on n'aura plus rien. Et pourtant, le boulot continue d'augmenter. Bon, les éleveurs font un super boulot.
Hein, faut reconnaître ce qui est. Et depuis peu de temps, on a d'autres choses qui viennent influer, d'autres innovations, on va dire. C'est l'influence des réseaux sociaux qui est absolument toxique. Et en tant que praticien, eh bien, on passe la moitié, si ce n'est les 3/4 du temps, à lutter contre les infox. C'est vraiment un truc vraiment prégnant et pénible. Alors, autour de l'alimentation, alors l'alimentation, c'est juste extraordinaire. Là, on y casse tout. Maintenant, la cosmétique, hein, on a vraiment une mode de la cosméto. Et puis, évidemment, on va dénigrer tout ce qui est traditionnel. Évidemment, ces vétérinaires qui sont de l'argent, tous ces laboratoires qui sont de l'argent sur nos pauvres enfants. Tu as vu? J'ai réussi. Hein. Et sur le plan scientifique, on a aussi un autre phénomène qui est particulièrement toxique, c'est celui des revues prédatrices qui font qu'il y a énormément de publications qu'on va étiqueter scientifiques et qui sont de très très mauvaise qualité. Et pour se retrouver au milieu de tout ça, eh bien, ça devient extrêmement compliqué. Les atouts de toutes ces innovations, ça a été une meilleure connaissance de la maladie, alors là c'est absolument phénoménal, une meilleure efficacité, c'est évident. On a pu mettre en place enfin des traitements de fond de façon cohérente, on a pu les adapter, faire des prises en charge personnalisées, faire des traitements multimodaux, donc c'est absolument génial. Et on est arrivé à quelque chose, je dirais parfois, meilleur que ce qui est en médecine humaine, parce que heureusement on a une réglementation qui est un petit peu moins stricte sur l'utilisation des médicaments. Mais ça c'est la vraie vie, hein. Non, c'est pas vrai. Celle du milieu, c'est une photo d'agence. Le reste, c'est en consultation. Mais malgré tout ça, on a quand même des difficultés. Et ces difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Alors évidemment, on parle du fardeau économique, on l'a vu tout à l'heure, c'est un des freins de développement, mais pas seulement. On va parler du fardeau thérapeutique pour les propriétaires de ces chiens atopiques, les dérives mercantiles, j'y reviendrai après. Mais le premier, c'est qu'il s'agit de traitements, alors une maladie complexe multifactorielle avec beaucoup d'options thérapeutiques. Donc intellectuellement parlant, ça demande de la formation pour les vétérinaires et en fait aussi de la formation pour les propriétaires. Ici, alors je vais vous passer quelques publications juste pour illustrer, pour vous montrer à quel point c'est vraiment criant. Ça, c'est une publication sur le syndrome de l'imposteur chez les vétérinaires face à des cas de dermatite atopique. Mais vous voyez que face soit à un traitement de crise, donc le chien vient, il se gratte, soit il faut mettre un traitement de fond en place. Eh bien, les étudiants vétérinaires qui viennent de sortir, alors moi je les comprends parce que franchement les études, bon, c'est quand même fait pour passer la jeunesse, quoi. On n'est pas là pour que apprendre. Ils sont complètement perdus face à ces chiens qui se grattent, ils savent pas quoi faire. Les vétos généralistes sont à peine au-dessus, et dès qu'on passe sur des vétos certifiés, des résidents et des spécialistes, heureusement, ils sont beaucoup plus à l'aise pour maîtriser l'ensemble de ces outils. Mais c'est quand même assez criant, c'est-à-dire qu'on a énormément d'outils, mais on en a tellement que il faut se former de façon assez importante pour pouvoir les prescrire correctement. Pardon. Donc ça c'était super. Ça c'était donc pour le côté intellectuel, on va dire, de la prescription. Ensuite il y a le fardeau économique. Là je vous ai pris juste une publication récente du JAVMA. Alors il s'agit d'une publication sur des médicaments prescrits aux États-Unis. Et là c'est les vétérinaires qui s'imposent des freins de prescription, en fait, en fonction des coûts de traitement. Alors, on voit que l'allergologie, par exemple, lorsque vous avez des contraintes financières, c'est la dernière des choses qu'ils vont proposer. Alors ça, c'est très différent de l'Europe. En Europe, la désensibilisation des tests allergologiques, c'est quelque chose qui est bon marché, relativement quand même. Mais aux États-Unis, une désensibilisation coûte $4 000 par an. Hein, donc vous comprenez que on va vraiment le prescrire que beaucoup plus tard. Chez nous, c'est quand même beaucoup moins cher. Et évidemment, dès qu'il n'y a plus d'argent, on va mettre des corticoïdes devant, hein, puisque ça reste des traitements les moins chers. Donc vous voyez, c'est vraiment un frein de prescription qui est vraiment très net dans le choix des traitements. Autre fardeau, le fardeau thérapeutique. Alors là, moi, c'est pas génial, mais bon. Ça m'a permis quand même de tout remettre sur une diapositive. Toutes les études sur la qualité de vie
en fait des propriétaires et des animaux atteints de dermatite atopique montrent la même chose, c'est-à-dire que il y a un impact sur la vie de famille, sur les relations dans la famille, avec les gens autour, etc. Que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il y a un impact aussi sur la qualité de vie du chien. Il y a un impact sur la relation entre le maître, on peut pas non plus, hein, entre le parent et son animal. J'ai du mal, hein, je suis désolé, hein, je suis vieux. Hein. Et tout ça, ça implique, on va passer à la diapositive suivante, au vétérinaire de s'adapter. Autre élément extrêmement important, je vous parlais des réseaux sociaux, mais ça va au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui est culturel. Et on commence à voir sortir quelque chose qu'on utilise énormément en médecine humaine, c'est l'étude des influences, des croyances relatives à la santé. Et ça peut avoir une influence extrêmement importante sur la prescription par le vétérinaire et surtout pour le vécu de l'observance par le propriétaire. Là, je vous ai mis je vous ai mis l'ensemble des publications sur le thème, quand même, faut pas non plus charrier. Une sur les régimes d'éviction, et il y a une mauvaise adhérence si on a des propriétaires qui sont complètement obnubilés par le bio, le no-grain, tout ce que vous voulez, et qui sont vraiment perdus dans plein de croyances sur l'alimentation. Généralement, dans ces cas-là, quand on met en place un régime d'éviction, c'est voué à l'échec, dans 80% des cas, enfin c'est pas rien. Hein. Ou alors, s'ils sont pas convaincus vraiment que ça a un intérêt de faire ce régime d'éviction, typiquement un propriétaire qui a eu à qui on a prescrit des inhibiteurs de janus kinase, ça marche très très bien, il n'a pas envie d'aller plus loin, donc on aura un mal fou à faire un régime d'éviction. Et pareil pour l'ITA, c'est-à-dire l'immunothérapie allergénique, on a vu qu'il y a, donc inversement, une meilleure observance. Si les gens sont persuadés qu'il y a vraiment un problème d'allergie, ils vont y aller à fond. Plus la qualité de vie de l'animal est altérée, plus les symptômes sont graves, pareil, plus ils vont être enclins à bien suivre l'immunothérapie jusqu'au bout. Si on leur impose et qu'ils ne perçoivent pas l'intérêt, ils vont abandonner très vite. Et aux États-Unis, c'est assez incroyable, on voit des abandons de désensibilisation à 3 semaines. C'est complètement fou. Moi, je pensais que tôt, c'était 1 an, quoi. Mais ça peut aller plus vite. Enfin, je termine avec les dérives mercantiles parce que c'est vraiment moi, c'est ce qui me pourrit la vie actuellement. Je vous ai pris, là, on peut mettre de toute façon des marques, hein, c'est pas très grave, et on peut même en dire du mal pour certaines. Mais à droite, je vous ai mis donc les effets typiques. Donc là, c'est des compléments vitaminés qui traitent absolument tous les chiens qui se grattent. Bon, sur la gale, ça ne marche pas. Sur la dermatite atopique, ça ne marche pas. Ça complémente, mais ça fait pas grand-chose. Et à gauche, vous avez l'arsenal thérapeutique que j'ai découvert en demandant à une propriétaire de me dire un peu ce qu'elle faisait en dehors de ma prescription. Eh ouais, c'est pas simple, hein. Donc il faut vraiment les tenir parce que ils vont tout essayer autour et vraiment les réseaux sociaux nous posent de vrais problèmes d'observance et de suivi de prescription. Alors heureusement, cette année, c'est la première année qu'on sort des publications strictement sur l'efficacité de tel ou tel médicament, de tel ou tel topique. On commence vraiment à prendre en compte tout ce qui est qualité de vie, observance. Vous l'avez vu tout à l'heure, même les croyances. On commence à s'intéresser à ça et à essayer de monter des outils pour lutter contre ça. On s'intéresse au fardeau économique. On s'intéresse à l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, moi, ça fait des années que j'essaye de l'améliorer, mais l'éducation thérapeutique, c'est avant tout une relation avec le client et quelque chose qui doit se faire petit à petit et qui s'adapte au client. Donc ça, c'est un bouquin que j'avais développé sur la dermatite atopique comme outil d'aide au traitement, parce qu'ils vont trouver plein de réponses dedans, mais je vais vous donner un livre qui n'est pas lu, c'est pas simple. Hein, ça marche pas super. Donc en plus, il faut vraiment les accompagner, le lire avec eux, etc. Diapositive suivante, je fais des placements de produits. Hein. Et aujourd'hui, en fait, le vétérinaire, mais avant, ça devait être un expert. Alors, j'ai demandé à l'IA de me faire un truc neutre. Il est resté sur le féminin. Je suis désolé, c'est un peu bizarre. Et après, il me mettait des yels partout, donc j'ai préféré mettre la vétérinaire. Le véto ou la vétérinaire doit être experte. Non, on va arrêter. Du diagnostic, du traitement, il doit tout savoir. Il doit coacher les gens
pour les restimuler, pour essayer de savoir s'ils ont bien fait comme il faut le shampoing, si dans la famille ils sont en train de se séparer à cause du chien, c'est le vécu, hein, ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment coacher les propriétaires, tout coordonner, être un vrai partenaire à l'écoute. Et l'écoute des propriétaires, c'est vraiment un truc essentiel. Pour moi, c'est la base de la réussite des traitements, parce que ça permet de s'adapter. Et il faut être pédagogue, évidemment, et ça, c'est pas toujours facile. Pardon. Alors, on peut s'inspirer de la dermatite atopique humaine. C'est la raison pour laquelle, donc, moi, je fais partie maintenant de l'ISAD et j'y apporte, l'ISAD, c'est la Société internationale de la dermatite atopique, j'y apporte la petite touche vétérinaire. Et c'est absolument génial de faire du One Health avec ces gens-là, parce que on a des façons de travailler radicalement différentes et on apprend les uns des autres. Alors, c'est sûr qu'un chien, c'est un truc avec des poils à quatre pattes. C'est très différent d'un bébé sans poils. Donc, ils ne traitent pas pareil, ils font beaucoup de topiques, nous on fait beaucoup de systémiques et ainsi de suite, mais du coup, ils adaptent, et par exemple, les jackies sont en train de monter énormément dans les priorités de traitement pour apporter du confort aux enfants et aux familles. Et deuxième placement de produit. Ah ouais, j'en profite. Hein. Donc, ces rencontres One Health, on fait des rencontres francophones qui s'appellent les Journées de la dermatite atopique. Donc, on les fait toujours la veille de la Journée de la dermatite atopique humaine, qui est toujours le 13 septembre. Donc, on fait le 12, on se met avant, on va être après faire le même jour. Et justement ici en passant, Elanco, MSD et Zoetis, qui sont partenaires de ces journées. Et ce sont des journées d'échange, justement, avec la médecine humaine. Et on y apprend pareil, chez eux, en fait, il n'y a pas de traitement efficace sans qu'il y ait une alliance thérapeutique forte avec non pas les propriétaires, mais les parents. Et là, cette fois, les parents des enfants. Et c'est exactement la même chose pour nous. Et donc, en conclusion, donc je reviens toujours sur l'humain. Pour moi, c'est essentiel. Et puisque vous faisiez essentiellement des réunions du rural, je vous ai mis une phrase d'un vétérinaire, Pierre Grador, qui était vétérinaire à Uzerche, il y a quelques décennies, qui était pour moi mon héros. Moi, je voulais soigner des limousines en Corrèze, c'était mon truc. J'ai compris que je venais pas de là et que c'était pas complètement mon truc. Mais c'était un type extraordinaire et qui disait, j'aime les animaux, tous les animaux et leurs hommes. Et je pense que si on n'aime pas les humains qu'on a de l'autre côté de la table de consultation, ben, on ne peut pas profiter pleinement de toute l'innovation qu'on a. Merci.